France Maghreb 2. Le Grand Forum, l'émission qui vous ressemble mais aussi et surtout qui vous rassemble. Bienvenue tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end sous le soleil magnifique. Il continue d'ailleurs d'être présent, on se croirait vraiment pas au mois d'octobre là pour le coup. Ça fait du bien au moral, voilà. Merci d'être avec nous ce 16 octobre pour nous accompagner. Évidemment, on va commencer par la belle Anan Zamani qui est avec nous. Comment ça va, Anan? Bonjour, salam alaikum, chers auditeurs. Bah écoutez, ça va très bien. Accompagné de monsieur Nadir Kaya. Salut Nadir. Bonjour à tous, bonjour à toutes les banlieues de France et de Navarre. Bonjour Nadir. Alors, vous avez vu ce magnifique soleil qu'il a fait kiffer encore? 24 degrés, je crois. Ça fait du bien, hein? Ouais. Dans le sud, à ce qui paraît, hier, il faisait 30 degrés, les gens se baignaient et tout. Nadir, sympa le soleil, hein? Ouais, pourvu que ça dure, ouais. Ah bah non, ça va pas durer. Ça va pas durer, c'est pour ça qu'il faut en profiter. Tout à fait, ouais. Bon, en tout cas, tâchez d'en profiter parce que vraiment le soleil, vous savez que c'est de la vitamine, hein, on en a besoin, hein? Vitamine D. Voilà. Oui. Voilà, j'en connais certaines qui sont plutôt certaines qui sont en carence de vitamine D. Bah voilà, suffit d'aller faire un peu de bronzette, ça va aller beaucoup mieux. Allez, jusque 18h, c'est parti pour votre grand forum avec des sujets aussi variés évidemment que possible que nous allons vous proposer. La question LGF du jour, mais alors qui a cartonné, hein. Je vous la donne dans un instant, bien sûr, on en reparlera et on fera un petit point justement sur les différents votes et vos commentaires qui sont si nombreux sur la page Facebook mais aussi sur Twitter. Bien sûr, par rapport à l'intervention d'Emmanuel Macron d'hier soir. C'était la première intervention télé, bien sûr, depuis son élection. Alors Nadir, de quoi on va parler avec toi? On va parler du 17 octobre, on est effectivement à la veille et de cette date commémorative importante, reconnue. Il a fallu attendre quand même 2012 pour que François Hollande reconnaisse cette date du 17 octobre 61 pardon. Tu y reviendras avec une petite analyse de ce que tu en retiens, c'est ça? Ouais, tout à fait. J'ai feuilleté un petit peu certains sites ce matin rappelant les événements et puis je voulais avoir une petite pensée pour Fatima Bédard qui était une collégienne qui a été retrouvée dans le canal de Saint-Denis quelques jours après le 17 octobre mais qui est morte apparemment le 17 octobre. Et parce qu'on ne doit pas oublier, on doit évidemment en parler. Ton coup de cœur, Nadir, on va parler de quoi avec toi tout à l'heure? Bah, je vais en profiter d'être là pour mettre en avant un petit peu l'association Banlieue Plus à travers les ateliers d'écriture et notamment le livre qui prêche sa paroisse. Voilà, tout à fait. Notamment le livre qui est sorti d'un an de travail, Miroir de vie. Voilà. Très bien. Anan, on va parler de quoi avec toi? Alors nous, on va parler de l'Irak. Oui. Donc j'avais préparé un avis tranché sur ce que j'avais appelé la troisième guerre civile d'Irak entre le régime irakien au sud et puis la région autonome kurde au nord. Mais bonne nouvelle, on va dire, ou mauvaise nouvelle, hein, ça dépend de quel côté on se place. En une journée, le gouvernement de Bagdad, il vient d'annoncer qu'ils ont entièrement repris Kirkouk aux Kurdes. Mais c'est pas grave, ça va nous permettre de reparler de l'Irak et puis des Kurdes notamment. Très bien. Et bien, ton coup de cœur? Ah, alors mon coup de cœur aujourd'hui, oui. On va parler de l'alimentation pour les animaux, donc notamment pour nos amis les chiens et les chats. Voilà, ouf ouf. Et suite à un très beau reportage que j'ai vu hier sur France 5, oui. Où ça parlait croquettes et puis ça parlait barf. Donc je vais vous expliquer ce que c'est que le barf. Super. Comme quoi dans cette émission on parle vraiment de tout jusqu'au croquettes des chiens. C'est un sujet qui est important pour nos amis les chiens puis pour nos amis les chats parce qu'il se trouve qu'on leur donne à manger des choses qui sont pas du tout bonnes pour leur santé et puis que moi-même qui étais propriétaire heureuse maîtresse d'un chat, je ne savais pas. Très bien, et je sais qu'il y en a beaucoup dans ton cas. Voilà. Eh bien, on en reparlera de tout cela tout à l'heure, bien sûr. Voici le sommaire de votre émission de ce lundi 16 octobre. Soyez les bienvenus, une excellente semaine à vous. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, nouveaux appels à la délation, à l'instar du MEDEF qui demande à ce que soient dénoncés les salariés radicalisés ou les républicains qui estiment que la délation est un devoir républicain. Un médecin pourrait dénoncer son patient et un instituteur son élève. Santé et pratiques religieuses, les républicains veulent mettre fin au secret professionnel. En Tunisie, un franco-algérien a été arrêté parce qu'il embrassait sa compagne dans un lieu public. En réaction, les Tunisiens ont lancé une campagne de bisous, y compris pour les personnalités politiques et pour que l'amour ne soit plus jamais un tabou. Embrassez-vous et vive l'amour. Mogadiscio est toujours sous le choc après le double attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie. Pourquoi la presse française n'en parle quasiment pas? La question LGF aujourd'hui, après la première intervention télé depuis son élection, avez-vous été convaincu par le président Emmanuel Macron? Vous répondez sur la page Facebook France Maghreb 2 et sur le Twitter LGF officiel. Libertad, vous avez la parole, alors prenez-la tout à l'heure en fin d'émission au 01 40 33 9000. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct jusque 10
18h avec la question LGF du jour dont que je vous rappelle évidemment pour ce lundi. Au lendemain de la première intervention télé du président Macron depuis son élection, avez-vous été convaincu ? Et je dois dire que cette question a suscité pas mal de réactions. Vous êtes 86% à dire que non sur Twitter, sur le LGF officiel, 14% à dire que oui, vous avez été convaincu. Je vais vous livrer également quelques commentaires. Je vous donne quand même l'audience parce qu'elle était attendue. Vous savez que l'Elysée espérait faire plus de 8 millions de téléspectateurs. Bien écoutez, Paris rempli, puisqu'on se trouve entre 9 millions 5, 9 millions 8. Si on y rajoute le digital, parce que vous savez que Macron était aussi en direct là, Facebook sur son sur Facebook quoi. Eh bien, on est à peu près à 11 millions de personnes qui ont regardé donc cette intervention d'Emmanuel Macron hier soir à la télévision sur TF1, interrogé par 3 journalistes de TF1 et des LCI d'ailleurs. Alors, avant de vous poser la question, est-ce que vous avez été convaincu ? Est-ce que tout simplement vous avez regardé ? Voilà, parce que faut dire la vérité. Quelques commentaires de vous, chers amis internautes, sur la page Facebook France Maghreb 2. Nasra qui nous dit: je vous retourne la question. Vous qui avez fustigé les abstentionnistes durant l'entre-deux tours, vous avez poussé vos auditeurs à voter pour lui en les faisant culpabiliser. Nous sommes à présent plus étranglés et pour les ménages moyens, le cauchemar continue. Nous devons subir en silence puisque Macron pense que son élection a emporté adhésion à son programme. Bon, tu procèdes attention, mais j'y reviendrai pas. Écoutez, c'est votre commentaire, Nasra. Qu'est-ce qu'il y a ? Lilia qui nous dit: un bon politicien ne convainc jamais, il donne l'illusion. Au meilleur de cas, il est juste bon. C'est ce qui est absolument très rare. C'est ce que nous dit Lily. Je vous lirai d'autres évidemment commentaires tout à l'heure. Anan, Nadir, est-ce que vous avez regardé ? Oui, on a regardé. Oui, on a regardé. Plus que le débat lui-même, en réalité, moi, ce qui m'a intéressé, plus que l'émission et l'interview elle-même, moi, ce qui m'a intéressé, c'était vraiment d'écouter après les opposants sur les différents plateaux. Donc, juste une information, Christophe, pour rebondir un peu sur les résultats là de la question du jour. Est-ce que tu es courant que LCI a posté en fait le résultat du sondage et que à peine 30 minutes après, il a été supprimé. Ah oui. Ouais. Non, j'étais pas au courant. Il a été censuré en fait par LCI, donc du coup, il y a quelques personnes de Twitter qui ont réussi à récupérer les vidéos, qui ont rebalancé le sondage en fait. Vive Twitter. Et on était à peu près sur ça, du 80-20% quoi. Ah oui, ouais. Ah oui, d'accord. Oui, parce que moi j'ai d'autres chiffres. Je vais essayer de les rechercher là, le temps que Nadir nous dise ce qu'il en a pensé. Je vais vous donner un petit peu ce qu'il en a ressorti d'après différents sondages. Bon, qui sont un peu plus sympathiques, on va dire. Après, ça a été descendu à 60-40, je crois. Mais juste après la fin de l'émission, on était à 80-20. Et après, ça a été supprimé. Hein. Ah oui, ça a vraiment été censuré. C'est quand même particulier. Nadir, est-ce que t'as regardé ? Non, j'ai pas tout regardé, contrairement à Nan. Je suis resté une petite demi-heure. Franchement, moi, j'ai vu encore le candidat Macron. Oui. J'ai pas vu de président. J'ai vu encore les mêmes discussions, les mêmes propos, les mêmes projets, les mêmes doutes, les mêmes incertitudes. J'ai vraiment pas l'impression qu'il soit à la hauteur de la difficulté. Je peux comprendre aussi parce que au vu des difficultés qui existent en France et des urgences et des problématiques à traiter très rapidement, je peux comprendre qu'il soit pas prêt parce que n'importe quelle personne ne serait pas prêt à régler tout de suite les problèmes de la France. Mais il me semble faux parce que même à vouloir jouer sur le fait d'être ni à droite ni à gauche pendant toute sa campagne et de voir qu'aujourd'hui il l'est encore. Bon, moi je suis un peu comme lui là-dessus. Je suis ni à droite ni à gauche, mais bon, quand on est président, il y a un moment donné, il faut se positionner. Et faut être dans l'action quoi. Et aujourd'hui ça peut aller très vite en termes de communication. Lui par rapport à ça s'en sert très bien, mais en termes de projets et d'action sur le terrain, il y a vraiment un décalage. Une intervention qui était censée donc redonner un petit peu de crédit à son action, bien visiblement c'est loupé parce que voilà, le sondage que j'ai finalement est pas terrible non plus, Anan. Oui. J'ai insatisfait 60%. Oui, voilà. Satisfait 40%. 24% pas du tout satisfait. D'accord. 37 plutôt pas satisfait. 7 tout à fait convaincu. 32 plutôt convaincu, voilà. Et 56% pensent que son projet est de droite et de gauche.
contre 38 pour qui son projet est de droite. Voilà. Donc pas Là, des résultats très encourageants quand même. Hein. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà les 20 premières minutes, en fait, les journalistes ont cherché à avoir des réponses sur ces sorties. Pas pittoresques, mais ces sorties, on va dire, pitoyables. Donc on se souvient de les fainéants, les scéniques, bordel. Donc en fait, il a passé 20 minutes en fait à se justifier sur les termes qu'il avait utilisés, en disant que non, il ne les regrettait pas, que le langage qu'il avait utilisé en fait c'était ce qu'on appelait un langage populaire. Voilà. Donc à aucun moment il ne s'excuse. Sur les fainéants, il dit que il visait en fait les anciennes, enfin les personnes qui étaient là avant sa présidence à lui. Mais en fait, il est droit, il tient droit sur ses talons et il ne bouge pas de position. On aura l'occasion de réécouter tout à l'heure dans le zapping parce qu'évidemment c'était quand même un événement. Première intervention télé, première intervention télé depuis son élection. La parole se faisant assez rare depuis quelques mois pour Emmanuel Macron, a décidé donc de reprendre la parole hier au travers d'une interview télé. Pas sûr que ça suffise à le faire remonter dans les sondages. Pour l'instant, visiblement non. Alors, on va parler d'un autre sujet d'ailleurs qu'aurait pu peut-être évoquer Emmanuel Macron, c'est ce qu'en tout cas Anan à laquelle elle fait référence tout à l'heure, une opération de secours nationale en Somalie, mobilisation de tous les services après l'effroyable attentat dans le centre de Mogadiscio, 2 jours après l'explosion du camion piégé. On cherche encore des victimes alors que le bilan pourrait dépasser les 300 morts, des centaines de blessés. Un choc dans ce pays pourtant habitué à la violence et au terrorisme. Écoutez ce que disait il y a quelques heures le directeur de l'hôpital qui accueille les victimes à Mogadiscio. Vous savez, je vis à Mogadiscio et travaille dans cet hôpital depuis 2002, car avant je vivais à l'étranger. De 2002 à aujourd'hui, on n'a jamais vu l'explosion d'une telle bombe avec cette intensité. On avait vu des explosions répétées, des échanges de tirs entre les deux camps, beaucoup de blessés. On est à Mogadiscio en Somalie et la violence est là depuis longtemps. Mais vous savez quoi, la vie continue. On avance. Les gens font confiance au gouvernement car il fait des efforts, il y a du mieux. Mais voilà, cette explosion va rester dans toutes les mémoires. Voilà, pour ce évidemment directeur de cet hôpital, pour l'instant pas de revendication, mais les autorités somaliennes accusent les Chebab, ennemi numéro 1 du pouvoir, soutenu lui par les Occidentaux. Il y a d'ailleurs quelques réactions qui arrivent du monde entier, je vous les livre. Plusieurs personnalités internationales adressent depuis hier des messages de soutien au pays. Dans un communiqué, les États-Unis affirment condamner dans les termes les plus forts l'attaque terroriste qui a tué et blessé des centaines de personnes à Mogadiscio le 14 octobre. Il y a aussi ce tweet du président français posté hier après-midi. Emmanuel Macron qui écrit « Solidarité avec la Somalie, soutien à l'Union africaine contre les groupes terroristes islamistes. La France se tient à vos côtés. » Il y a aussi des actions plus symboliques. La maire de Paris, Anne Hidalgo, vient par exemple d'annoncer que la Tour Eiffel s'éteindrait ce soir en hommage aux victimes de cet attentat, qui est, je le rappelle, le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie. Autre réaction, celle du ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson, celle d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, ou encore celle de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Tous ont affirmé leur solidarité avec la Somalie, mais l'aide concrète vient surtout de la Turquie, pays allié de Mogadiscio. Istanbul va prendre en charge des personnes blessées lors de l'attentat. Le pays a également réagi en envoyant de l'aide médicale par avion et les besoins sont importants. Le dernier bilan des autorités faisait état de 300 blessés. Voilà pour ce que je pouvais vous dire, en tout cas parmi les réactions. Évidemment, cette attaque effroyable. Anan, sur cette attaque du jamais vu en Somalie en tout cas. Moi déjà première réflexion, donc je suis désolée. Aujourd'hui l'attentat il est toujours pas revendiqué. Donc effectivement politiquement on sait que le groupe Al-Shahab donc affilié à Al-Qaïda c'est effectivement il est en guerre contre c'est le plus actif. Après qu'on ait nous des présidents étrangers donc et notamment le nôtre, un président français qui tout de suite exprime certes un soutien
par rapport à ce peuple et puis à toutes ces personnes décédées, mais tout de suite en disant c'est des terroristes islamistes, mais en fait aujourd'hui rien n'est revendiqué. Ouais. Ça te choque pas, Nadir? Moi, non, mais c'est toujours pareil. Moi, déjà, ce qui m'a désolé, c'est de voir les images. Je sais pas si. Oui, après, au-delà de ça, voilà, ça c'est mon. Mais bon, c'est malheureux. Malheureusement, on a l'impression que c'est le quotidien de beaucoup de pays comme ça et de populations. Donc, comme je disais tout à l'heure, attendre quelque chose de Macron, moi, franchement, à part de la com ou dire on va peut-être envoyer éventuellement de l'intelligence pour aider à combattre le terrorisme, c'est ce qui se fait régulièrement. Mais autrement, faut rien attendre d'eux parce que ça reste un laboratoire. Donc humainement, ces gens, ils sont à des années-lumière de ce qui peut se passer là-bas. Ils peuvent simplement réagir parce qu'au niveau de la com, au niveau des réseaux, ça va bouger, ça va les obliger à éventuellement tenir des propos ou promettre quelque chose. Mais personnellement, moi, je vois pas, je les vois pas intervenir du tout. Hein. Comment expliquer que la presse nationale, la presse française, donc n'ait pas bousculé ses programmes ou n'ait pas fait des éditions spéciales donc pour ce qui s'est passé en Somalie. Déjà on n'en parle jamais. Pardon. Non mais faut pas oublier la distance, si je peux me permettre. C'est un pays qui est assez lointain en général. C'est souvent comme ça. C'est peut-être plus près que New York par exemple. En fait, l'information, ça s'est passé samedi en fait, et on a eu l'information dimanche. Ouais. Donc déjà pratiquement 24 heures après. Après, en toute sincérité, est-ce que nous on a connaissance de ce qui se passe en Somalie? Non. Parce qu'on n'en parle jamais. Et c'est l'occasion peut-être d'expliquer parce qu'on nous fait venir quand il y a un attentat en Europe ou dans les pays, j'allais dire, alliés à la France, symboliquement en tout cas, les pseudo-spécialistes en tout genre du terrorisme, le spécialiste du pays en question. Là, ça aurait été l'occasion peut-être de pointer du doigt les difficultés que peuvent avoir la Somalie, justement, face à des groupes terroristes ou à une violence qui est a priori importante et présente depuis un petit moment. Donc l'occasion en a été donnée, mais non. Oui, voilà, pas de. Enfin, voilà, nous, on va lire un petit peu d'articles pour essayer de comprendre un petit peu. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux quand même pour informer un peu les gens dans ce pays. Parce que, exactement. Twitter notamment. C'est une vraie révolution, contrairement à ce qu'on peut croire. Ouais. C'est vraiment une aubaine pour des millions de personnes qui n'ont pas la parole ou la possibilité de s'exprimer ou de partager des événements. Ouais. C'est très intéressant d'ailleurs de voir, de regarder sur Twitter en particulier, parce que Facebook c'est peut-être pas la même, peut-être pas l'outil le meilleur pour être informé, mais sur Twitter, beaucoup d'actualités arrivent en premier avant qu'elles soient traitées dans les rédactions. D'ailleurs, tout comme les déclarations, que ce soit des hommes ou des femmes ou des hommes politiques, où on peut le voir dans l'affaire du comment dirait le bourreau de Hollywood là, celui qui a apparemment attaqué, qui a agressé toutes les femmes. Et c'est intéressant de voir que tout le monde se lâche là au travers d'un hashtag tout au long de ce week-end. Enfin voilà, Twitter aujourd'hui, ils sont complètement dépassés avec ça, quoi. Comme on dit, ça peut être un mal pour un bien. Malheureusement, cette affaire, elle est assez violente, mais le bien dans cette histoire, c'est que ça va peut-être permettre à certaines personnes de pouvoir aller en justice ou simplement de s'exprimer. Oui, alors pour la Somalie, l'occasion, Anan, peut-être aurait été justement d'en parler. Donc effectivement, ce qu'on apprend, c'est que les Shahab, c'est un groupe armé qui aujourd'hui en fait est un groupe somalien et depuis 2016 en fait est devenu le groupe armé le plus meurtrier du continent africain, qu'il a déjà causé 4200 victimes. Donc blessés et morts, je suppose, contre 3500 pour Boko Haram. Voilà. Donc ce groupe armé, les Shahab qu'on ne connaît pas, qui vraisemblablement ont pas mal de moyens. Donc ils arrivent à dérober des armes, des explosifs, des munitions. Et aujourd'hui, ils s'attaquent en fait à des camps militaires de l'armée nationale ou de ce qu'on appelle l'Union africaine en Somalie. Donc les Shahab, voilà ce qu'on se rend compte en fait, effectivement, c'est un groupe qui est très puissant, dont on n'a jamais entendu parler, et que la Somalie, en fait, depuis 2011, a affaire et à lutter contre ce groupe armé. Voilà. Non, et puis il y a un aspect qu'il faut pas oublier, l'aspect géopolitique. Est-ce que la France a des intérêts là-bas concrètement? Moi, je suis pas un spécialiste de la question, mais bon, quand on voit qu'il y a pas d'action ou de parole par rapport à ce qui se passe, c'est que quelque part politiquement, ils ont peut-être pas intérêt à vouloir agir ou
à répondre à cette violence-là, parce que c'est pas comme le Mali. Voilà, le Mali c'est plus près. On a aussi beaucoup de Français et des Franco-Maliens qui sont sur le territoire, donc la France a peut-être intérêt à réagir, et c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie faire la guerre au Mali, mais voir avec la Somalie quel serait l'intérêt de la France. Je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. Et puis quand on aura la réponse, on pourra comprendre pourquoi aujourd'hui la France ne répond pas. Oui, en tout cas dommage, et l'occasion a été donnée justement histoire de faire comprendre un petit peu ce que le pays traverse et à la violence à laquelle il doit faire face, d'expliquer un petit peu au grand public. Mais bon, voilà, c'est dommage, mais on est un petit peu habitué visiblement maintenant dans l'information spectacle et l'information qui fait le buzz. Voilà un petit peu ce à quoi on a le droit aujourd'hui dans les différentes chaînes d'information. On continue. Peut-être que trop d'infos tue l'info, je ne sais pas. Peut-être. En même temps, il y a tellement d'attentats partout dans le monde. Enfin, voilà, il y a une réalité aussi qui fait qu'il y a tellement d'attentats, et puis que si les journaux et tout devaient, en tout cas, si nous en tant que citoyens on devait tout connaître, effectivement on y passerait nos journées en fait. Il y a quand même des actus qui sont plus quand même plus lourdes, quoi. Voilà. Là, on parle de 300 morts quand même, c'est pas rien. On en parle quand même. Hier, à l'ouverture du journal télévisé de TF1, ils avaient que 10 minutes de journal télévisé, mais ils ont ouvert l'information par ça. Bon, écoutez, c'est bien normal en fait. On va même pas les féliciter parce que c'est normal. Voilà. Et puis, féliciter la maire de Paris. Hein, je savais pas qu'un jour j'allais pouvoir la féliciter, mais en tout cas, c'est déjà ça. Il faut c'est déjà ça. Voilà, les faut bonnes actions, reconnaître exactement. C'en est une. Les bonnes actions d'Anne Hidalgo, donc qui a décidé que la Tour Eiffel serait éteinte en solidarité avec les Somaliens. Bravo, Madame le maire de Paris. On dit Madame la maire ou Madame le maire d'ailleurs? Je sais pas, avec la nouvelle écriture inclusive, là, ça va peut-être passer à Madame la maire, oui. Madame la maire, allez, voilà. 01 40 33 9000, évidemment, si vous souhaitez nous donner votre sentiment, votre avis sur le sujet. On va retrouver d'ailleurs notre ami Nadir Kaya qui va nous parler de tout à fait autre chose. On en reparlera évidemment demain, ce sera le 17 octobre 61. Évidemment, c'est scène apocalyptique du côté des rues de Paris. Et de sa banlieue proche. Et de sa banlieue proche, parce que voilà, ça a parti du bidonville de Nanterre, hein, c'est ça? C'est parti de là-bas, mais il y a eu des morts un peu partout. Moi, je voudrais, je sais pas si c'est le moment d'en parler. On va en parler dans un instant. Le temps d'accueillir Mouloud qui souhaite nous parler, parce qu'on va prendre quand même un appel. Et on rappelle qu'à tous les auditeurs, évidemment, qui pourront nous appeler dans le cadre de Libertad tout à l'heure en fin d'émission. Mouloud, bonsoir. Ouais, bonsoir Christophe. Bonsoir à tes invités. Excuse-moi, j'ai pas le nom de la demoiselle. Alors Hanan et Nadir. Voilà. Hanan et bonjour. Bonjour. Moi, à propos de l'attentat là en Somalie, je voudrais signaler quand même, j'ai lu le Parisien de ce matin, il y a un petit entrefilet d'une dizaine de lignes dans le coin en haut, où ils annoncent les morts. Oui, écoutez, tu vois, quoi. Mais il y a une raison à ce qu'on n'en parle pas, Christophe. Il y aurait eu ne serait-ce qu'un Américain ou deux Américains ou un Allemand ou un Français ou un Espagnol. Là, ils auraient envoyé des journalistes. Mais là, il n'y a pas de victimes européennes, occidentales. Donc, ça les intéresse pas. Je pense que c'est une raison pour laquelle ils en parlent pas. Oui, peut-être, effectivement. Merci. Oui, ça prouve une chose, c'est que le deux poids deux mesures, quoi. Selon que tu sois arabe ou africain, la valeur de la vie humaine elle n'a pas la même valeur en Occident pour ces gens-là, quoi. Ils s'intéressent pas. Mais moi, je suis sûr qu'il y aurait eu au moins un Allemand. Oui, ils auraient envoyé des envoyés spéciaux. T'aurais eu les spécialistes sur les plateaux. Mais là, ils en ont rien à foutre. C'est que des Noirs. Faut le dire franchement, quoi. Faut pas tourner autour du pot. Voilà. Merci Mouloud. Merci de ton appel en tout cas. Mouloud. À très bientôt. Allez, on va parler maintenant du 17 octobre 61 au travers d'un avis tranché que nous a réservé Nadir Kaya. Jingle, c'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Je rappelle aux plus jeunes que le 17 octobre 61, des Algériens étaient jetés dans la Seine. Nadir. Non, alors moi je suis pas un spécialiste des chroniques, mais bon, là je vais me jeter à l'eau parce que la date du 17 octobre 1961 pour un franco-algérien comme moi, elle est importante, notamment par rapport à l'histoire, à la mémoire, à la transmission. C'est important, pourquoi? Parce qu'il s'est passé des choses que moi je qualifierais de hyper violent. Je pourrais même parler de crimes contre l'humanité, même si certains veulent l'approprier que pour certaines personnes ou certaines histoires.
Il y a quand même eu Monsieur Papon qui a été reconnu coupable, mais je pense que ça, on peut remonter jusqu'au général de Gaulle ou au chef de l'État à l'époque, Charles de Gaulle, qui était le président de la République, parce qu'il y a eu quand même un feu vert. On a autorisé, on a déjà dans un premier temps lancé un couvre-feu que pour les Algériens, il faut le savoir, hein, que pour les Algériens. Et on a laissé une police tuer et jeter à l'eau des centaines de personnes. Il n'y avait pas que des Algériens, il y avait également des Français qui soutenaient les Algériens dans leur volonté de retrouver une Algérie libre. Mais donc on a autorisé une police, je ne sais pas si on peut l'appeler une police nazie, une police fasciste, à chasser du bougnoul, de l'Algérien précisément. Donc ce qui a valu à la petite Fatima Bédar, collégienne de 15 ans, d'être retrouvée le 31 octobre dans le canal de Saint-Denis, coincé avec son cartable. C'était une petite fille vivante, joyeuse, qui était déjà sensible à cette Algérie, qui souhaitait retrouver une certaine liberté, une certaine autonomie. Et donc elle s'est disputée avec ses parents parce qu'elle leur avait dit, par rapport à ce que j'ai pu lire dans le Bondi Blog, je me suis inspiré du Bondi Blog parce que j'ai trouvé que cette histoire était la plus détaillée, la plus intéressante. Donc elle s'était la veille disputée avec ses parents parce qu'elle leur avait expliqué qu'elle souhaitait participer à cette manifestation, qui était une manifestation pacifique, où beaucoup de travailleurs algériens, même s'ils avaient eu le mot par le FLN de venir tous ensemble à Paris pour montrer leur volonté de participer ensemble à rappeler que l'Algérie était colonisée, que l'Algérie souhaitait la liberté et être libre comme tous les pays. Un droit tout à fait fondamental et important. Donc, ses parents ne souhaitant pas y aller, elle est quand même partie sans leur accord. Les parents se sont inquiétés le 17 octobre parce que la voyant pas revenir de l'école. Donc, les parents se sont imaginé le pire, notamment le lendemain, quand elle était toujours pas là, et ils se sont aperçus qu'elle n'était toujours pas rentrée, qu'ils n'avaient pas de nouvelles. Le père avait commencé ses recherches désespérément dans les différents commissariats parce qu'ils étaient de la ville de Stein. Donc il était parti au commissariat de Stein, de Saint-Denis. Ils avaient refusé de prendre en compte son signalement. Et donc Fatima a été retrouvée le 31 octobre dans l'écluse, voilà, c'est le mot que je cherchais, coincée par une turbine 15 jours après le 17 octobre. Donc voilà, c'est quand même assez tragique et ça rappelle qu'on a autorisé de noyer, de jeter, de tabasser des Algériens parce qu'ils souhaitaient simplement la liberté de leur pays. Et donc quand on voit qu'on est capable de tuer une petite fille de 15 ans, c'est quand même assez violent. C'est une histoire qu'il faut, je pense, rappeler, ne serait-ce par rapport à la famille Bédar, que je salue. C'est vrai que je me mets à leur place, c'est peut-être difficile de rappeler ces événements. Mais étant moi-même père de plusieurs enfants, je me mets à la place des parents à l'époque, même si c'était une autre époque. Je pense qu'en 2017, il faut savoir se souvenir, parce que l'histoire fait partie du présent et surtout du futur. Et pour les Franco-Algériens, parce que je sais que les Algériens ont souvent cette fierté, je ne sais pas si elle est particulière aux Algériens, tout le monde est fier de ce qu'il est, mais on entend souvent les Algériens par rapport à ça, donc je pense que les Franco-Algériens doivent se rappeler cette histoire et si possible demain aller commémorer cette histoire pour Fatima, pour tous ceux qui sont morts pour l'Algérie, même si aujourd'hui l'Algérie n'est pas un pays parfait. Elle a comme tous ces pays ses défauts, ses qualités, mais c'est avant tout un beau pays. Et donc j'invite tous les Franco-Algériens à venir demain aux différents rassemblements à Paris, en banlieue proche, pour exprimer leur soutien et ne pas oublier cette histoire. Merci beaucoup Nadir de nous avoir rappelé évidemment cette triste histoire de Fatima Bédar qui effectivement avait décidé contre l'avis de ses parents d'aller manifester. Elle n'est jamais rentrée chez elle avec son cartable retrouvé donc coincé dans une écluse. Merci Nadir. Merci. Je ne connaissais pas cette histoire. Effectivement, on parle beaucoup d'éducation populaire et c'est des choses qui sont importantes en fait. Voilà. Comprendre, dans un instant le zapping et on va parler de toute autre chose avec Anan dans son évidemment avis tranché. On parlera de l'Irak. Et on va parler de la dernière trouvaille des Républicains. Oui, ils en ont de bonnes quand même des propositions. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2.
LGF, le grand forum avec la question LGF du jour. Emmanuel Macron qui a fait, vous le savez, sa déclaration télé hier devant plus de 9 millions et quelques de téléspectateurs sur TF1 et sur LCI. Avez-vous été convaincu par la prestation d'Emmanuel Macron? C'est la question qu'on vous pose donc sur la page Facebook France Maghreb 2, mais aussi sur Twitter. LGF officiel. D'ailleurs, Anan, est-ce que ça a bougé? Est-ce qu'on est toujours à 86% de pas du tout convaincus, à 14% de satisfaits sur la page Twitter LGF officiel? Alors je te dis ça tout de suite. Oui, le temps de vous lire 2-3 commentaires sur la page Facebook France Maghreb 2. Karim qui nous dit, vous parlez de qui? A priori, il y a 54% de ses sympathisants qui ont été convaincus hier soir, donc il lui reste que 10 millions. C'est ce que nous dit Karim. Et puis Laura qui nous dit, très bon orateur, il sait parler, ne détourne pas le sujet de la question, dit-elle. Parle simplement avec un vocabulaire accessible à tous. Comparé à François Hollande, c'est beaucoup mieux. Après, il faudrait qu'il prenne de bonnes décisions, et ce n'est pas trop le cas en ce moment, nous dit Laura. Voilà. Toujours 86% de non convaincus et 14% de convaincus pour l'intervention télé d'Emmanuel Macron. Eh bien, vous continuez à voter sur Facebook France Maghreb 2, la page Facebook France Maghreb 2. Vous pouvez d'ailleurs suivre en même temps, et puis également sur Twitter, le même principe. Vous évidemment répondez à la question sur le grand forum. Donc c'est LGF officiel qu'il vous faut évidemment rejoindre, et ensuite, comme on dit, liker, c'est ça, pour suivre. Sur Twitter? Oui, sur Twitter. Oui, suivre, je crois. Ouais, S'abonner. Voilà, vous vous abonnez, et puis évidemment, vous serez au courant de tout le programme comme ça pour tout le monde. C'est génial. Allez, c'est parti pour le zapping avant de retrouver l'avis tranché de Hanan Zawani, et avant de parler de la nouvelle trouvaille des Républicains là, qui veulent carrément s'attaquer au secret professionnel. Vous savez qu'il y a des corps de métier qui sont tenus au secret professionnel, tels que par exemple les médecins. Oui. Les Républicains ils sont en train de nous dire que finalement peut-être que non, plus de secret professionnel, en tout cas pour des gens que l'on pourrait soupçonner de radicalité, de se radicaliser. On y reviendra dans un instant avec donc le zapping, évidemment, qui revient à cette prestation télé d'hier soir. Elle était annoncée en tout cas et attendue depuis quelques jours. C'était le chef de l'État donc qui n'avait pas sacrifié l'exercice depuis son arrivée à l'Élysée, pendant même le traditionnel rendez-vous du 14 juillet, rappelez-vous. J'ai pris la décision de ne pas avoir une présidence bavarde, expliquait-il hier soir. Le chef de l'État s'est livré à un peu plus d'une heure de pédagogie politique, 1 heure pour expliquer son style notamment, et les récentes polémiques liées à son vocabulaire fait de feignant de ceux qui foutent le bordel. Écoutez Emmanuel Macron s'expliquer là-dessus. Nos élites politiques se sont habituées à ne plus dire les choses, à avoir un discours en quelque sorte aseptisé, et à considérer que ce qui était intolérable, c'était le mot qu'on mettait et pas la réalité qu'il y avait derrière. Non. En l'espèce, le mot bordel, c'est du registre populaire. Je continuerai à dire les choses, je continuerai à respirer l'air, à parler à nos concitoyens, à parfois m'emporter quand j'échange avec eux et à dire ce que je crois vrai. J'assume totalement ce qui a été dit. Quand on dit cela, on n'agresse pas ou on n'invective pas les Françaises et les Français. Alors Nadir, toi qui n'as pas regardé donc cette interview de Macron, est-ce que tu es satisfait de l'explication concernant les mots qui lui ont été reprochés, notamment feignant, foutre le bordel, etc. Non, mais comme je disais tout à l'heure, au-delà du fait que son discours il me paraît flou, après ses propos, bon, c'est un petit bourgeois qui s'est énervé, qui a sorti des mots qu'on comprend tous et qu'on dit tous, donc sur certaines choses je peux le comprendre. Après franchement il y a des choses plus importantes, quoi. On va pas se focaliser là-dessus. Dire il y a des gens c'est des feignants, c'est des choses qu'on peut dire également. Sous prétexte qu'il est président, il devrait pas parler comme ça. Non, bon, moi je suis pour un président qui soit honnête, correct, et quelle que soit la sémantique ou les propos, quoi. Adan, convaincu par Non, pas du tout. Non, pas du tout convaincu, et au contraire, je veux dire, on est lui qui est chef d'État, effectivement, il a une posture à avoir. Il ne doit pas oublier qu'il n'a pas été élu par tous les Français, mais qu'il a été élu en fait en opposition en fait à Marine Le Pen, que aujourd'hui, comme le montre le sondage, les Français sont pas du tout convaincus, que pour
que pour les Français, il est clairement le président des riches. Donc il essaye de nous faire avaler lors de cette interview que non, il n'est pas le président des riches, que il s'adresse à tout le monde, donc notamment au quartier. Donc il revient sur sa réforme en fait au niveau des classes en fait de CP qui sont divisées en deux. Donc pour dire non, je ne suis pas le président des riches. Il nous met en avant aussi pour nous dire que il n'est pas le président des riches, que il va s'occuper des zones désertifiées, notamment au niveau d'un point de vue médical, alors que depuis le démarrage et depuis sa prise de présidence, tous ces actes politiques et toutes ces réformes politiques vont dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Alors, Emmanuel Macron a largement apporté aussi les enjeux socio-économiques hier soir et tenté de répondre en tout cas aux critiques qui pointent une politique trop à droite. Des critiques de cet entretien télévisé ne devraient pas faire taire, en tout cas pour le politologue Bruno Cotrez. Le chef d'État n'est pour lui pas parvenu à toucher l'électorat de gauche. Le vocabulaire d'Emmanuel Macron n'est pas un vocabulaire qui est riche en mots-clés. Ils sont des mots-clés importants pour les électeurs de gauche. Les inégalités, les injustices sociales, la pauvreté sont des mots qui n'ont quasiment pas été prononcés, voire pas prononcés du tout, alors même que ce sont des éléments de vocabulaire très importants aux yeux des électeurs de gauche. Je ne pense pas qu'à travers cette émission de ce soir, il ait pu fortement corriger auprès des électeurs de gauche l'image d'un président qui est plutôt un président qui est intéressé par les questions de libérer l'économie française. Politologue, donc, Bruno Cotrez, donc assez d'accord avec lui, Anan ? Ah oui, totalement d'accord. On retrouve aucun mot-clé. En toute sincérité, pendant, on va dire, 40 minutes, parce que les 20 premières minutes, il a passé son temps à se justifier. Il a parlé d'ISF, il a parlé de l'entrepreneuriat, il a parlé des grandes entreprises et il dit qu'il ne croit pas à la théorie du ruissellement. Donc là, je suis juste tombée par terre parce que par ces mesures de fiscalité, etc. En fait, il a mis en avant la théorie du ruissellement. Puis il dit qu'il y croit pas. Enfin, il parle en toute sincérité. Il a parlé aux entrepreneurs et aux riches. Je suis désolée, il a parlé aux riches quand il dit que en fait c'est nous Français qui ne comprenons pas qu'entre faire des réformes de ceux qui réussissent. Voilà, qu'entre faire des réformes pour le travail et puis avoir des résultats, en fait il faut attendre. Enfin bref, c'était incompréhensible. En toute sincérité, c'était incompréhensible. Bon, Nadia, il y a eu un moment gênant dans cette interview et tu me connais évidemment. À chaque fois qu'il y a un petit truc, on essaie de le repérer. C'est un moment étrange. Donc à l'occasion de cette interview, puisqu'à la question justement, êtes-vous le président des riches ? Emmanuel Macron a tenté de vouloir faire passer les journalistes comme tels. Écoutez. Ah oui. Cette opposition de la société, quand je vous regarde, je ne regarde pas des riches. Statistiquement, vous l'êtes au regard des statistiques françaises. Bon, comme vous ? Oui. Et alors ? Vous voyez bien que tout de suite, ça crée quelque chose qui est dans le vocabulaire. Ce sont ce que j'appelle les passions tristes de la France. Alors comme vous, je précise, c'est David Pujadas, hein. Voilà. Non, et alors voilà le petit moment un petit peu étrange de cette interview. Pujadas, il doit toucher plus que lui quand même, hein. Un journaliste de ce niveau-là, je pense qu'il touche plus que les 12 000 euros de Macron. Ça doit être ça, c'est son salaire. Je ne saurais vous dire. Mais en tous les cas, voilà. Après, ce qui manquait au débat aussi, c'est toutes les questions d'écologie en fait. On n'en a pas parlé encore une fois. Ouais. Non, et puis trois journalistes, ça facilite pas les vraies questions et les trois journalistes étaient Gilles Blot et Anne-Claire Coudreau de TF1 et donc David Pujadas de LCI. Pour finir ce zapping, invité du grand jury RTL LCI Le Monde hier, Jean-Luc Mélenchon est venu à la rescousse de sa porte-parole Raquel Garrido. Voilà, maintenant là c'est pareil. La grande question du siècle, c'est est-ce qu'un avocat pauvre qui ne paye pas ses cotisations doit être cloué au pilori instantanément après qu'on lui ait coupé les mains, peut-être parce que c'est un voleur. Il y a 7000 avocats qui sont dans cette situation. Vous vous en foutez. Les gens crèvent de misère dans ce pays. Vous vous en foutez. Et Raquel Garrido, parce qu'elle est ma porte-parole, alors ça permet de dire Mélenchon et de taper Garrido. Et ça passera. Moi je souhaite de tout mon cœur que ces campagnes pourries cessent. Voilà, Mélenchon, toujours
évidemment dans son style. Il a été sur Père, j'ai pu le regarder parce que du coup, j'aime bien l'écouter. Ouais. Et effectivement, ce qu'il dit, moi aussi, ça m'effare. Il y a vraiment une campagne de diabolisation là, que ce soit contre Garrido, son mari, par rapport au problème d'HLM. Enfin, aujourd'hui, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il a l'air d'être étonné par le monde politique. C'est très bien que c'est un monde cruel. Quand il y a une faille très bien, ce monde autour politique, de son staff, il va se faire allumer, et puis c'est le cas. Donc après, qu'il se fasse passer pour une victime, après qu'il explique qu'il y a 7000 avocats qui sont pauvres. Bon, d'accord, certes. Mais bon, c'est un gars qui est rusé, il sait très bien qu'il allait non, mais il y a eu des démentis de Garrido, comme quoi elle est à jour, en fait, de ses cotisations, qu'elles ont été payées en 2015. Mais c'est tout bénef pour Mélenchon, c'est ce que veut dire Nadir. C'est un homme qui aime se faire passer pour la victime, celui qui est accusé de tous les maux, etc. Il est, voilà, ça va, c'est dans son sens, quoi, finalement. Donc, voilà, on n'est pas étonné. Peut-être étonné qu'il soit étonné alors que lui a été sénateur, qu'il était au Parti Socialiste pendant plus de 30 ans, donc voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été dans la vie politique, hein. Il faut pas l'oublier. Ouais. Moi, en toute sincérité, je trouve que ils en font trop là au niveau de la presse par rapport à cette histoire de HLM. Oui. Ça c'est autre chose, oui. C'est normal parce que quelque part c'est lui qui représente la France. Mais il faut juste et l'opposition. Aujourd'hui, c'est la première opposition, c'est lui. Laisser le temps de quitter son HLM. Donc ce qu'il explique, c'est qu'il a 3 enfants et qu'on quitte pas un lieu comme ça. Puis ce qu'explique aussi Mélenchon, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ils cherchent à acheter, mais que ils ont tellement d'articles contre eux que ils n'arrivent pas à acheter, en fait, tout simplement. Faut leur laisser le temps. Enfin, je veux dire, c'est les moyens d'acheter. Je pense qu'après les gens regardent. Je rappelle quand même, à juste titre, quand même, il y a qu'à vérifier, le candidat le plus riche, on va dire, l'un des plus riches était Mélenchon. Ouais, je crois que c'était le deuxième. Voilà. Oui, donc, mais bon, ça, il s'en cache pas. Non, mais voilà, c'est juste une précision. Après, à l'entendre parler, des fois employer des mots qui sont quand même assez, assez poignants. Bon, voilà, juste remettre la réalité des choses quand même. C'est important. Allez, on va passer maintenant, puisqu'on en a fini avec ce zapping, la vie tranchée de Hanan Zawani sur France Maghreb 2. Voici le jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Hanan Zawani qui va nous parler de l'Irak. Voilà, effectivement, on va faire un petit point sur la situation de l'Irak. Donc, comme vous n'avez pas entendu parler de la Somalie, vous n'avez pas entendu de ce qui se passe en Irak. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette nuit, en fait, nous sommes entrés dans ce qu'on peut appeler la troisième guerre civile d'Irak. Donc, il y a une nouvelle étape, en fait, que tout le monde redoutait, mais que personne, en réalité, n'a voulu anticiper. Alors que les Irakiens, en fait, espérer la paix après la chute de Daesh, en fait, il se trouve qu'ils n'ont pas du tout de répit et que déjà sur Twitter ce matin, on a des photos de civils tués qui se multiplient. Donc aujourd'hui, l'Irak, comment se compose ce pays en fait? Donc il faut savoir qu'il est divisé en fait en 3 territoires. Donc le régime irakien au sud, les derniers territoires de l'État islamique et la région autonome kurde au nord. Donc en 2013 en fait commençait la seconde guerre civile d'Irak et l'État islamique en fait envahissait la moitié du pays et menaçait la survie du régime irakien au sud et des Kurdes au nord. Donc de facto en fait on a eu une alliance entre ces deux autorités pour lutter en fait contre cette menace commune et reconquérir le territoire perdu, donc lentement ville après ville. Donc dans cette lutte en fait les deux territoires nommés donc se sont fait aider en fait par les puissances régionales que sont la Turquie et l'Iran, mais surtout par la France et les États-Unis qui en fait ont largement fourni chacun en armes et en véhicules et ont fourni également en soutien de soldats. Donc aujourd'hui en fait à l'automne 2007, l'État islamique il est très faible en Irak et il ne contrôle plus qu'une grande ville. Il ne contrôle plus aucune grande ville, sinon que du désert en fait. Donc la menace écartée, le Kurdistan autonome et le gouvernement irakien, ils sont aujourd'hui face à face sur le terrain et avec des griefs en fait qui se sont accumulés et qui datent depuis 5 ans et qu'ils veulent aujourd'hui régler.
Donc en fait, le 23 septembre 2007 dernier, ce qui se passe, c'est que le Kurdistan autonome en fait organisait un référendum pour proclamer son indépendance définitive vis-à-vis du gouvernement irakien au sud. Donc une décision qui a rendu furieux le régime, mais également les pays voisins. Donc on en arrive en fait au nœud du problème qui est Kirkouk. Donc de là vient l'étincelle qui vient déclencher ce nouveau conflit. Donc Kirkouk, c'est une ville à majorité kurde, mais son territoire dépend normalement du régime au sud, et le Kurdistan ne veut pas le rendre. Pourquoi ? Parce que son sous-sol, il est le plus riche d'Irak en pétrole. Voilà. Alors depuis 10 jours en fait, le régime irakien se prépare à l'offensive. Donc dans le silence total de la communauté internationale. Donc même la Turquie et l'Iran sont restés silencieux. Et il se trouve que cette nuit, les troupes irakiennes ont donc déclenché une offensive sur Kirkouk. Donc avec des tanks américains, les combattants kurdes ont répliqué avec des canons américains. Donc une guerre 100% américaine. Et encore une fois, voilà, c'est là le fond de mon avis tranché, c'est que sans en envisager les conséquences et sans prévoir en fait de médiation internationale, la France et les États-Unis en fait ils ont armé jusqu'aux dents kurdes et arabes, sachant que tôt ou tard ils deviendraient adversaires. Donc normalement je finissais mon avis tranché en disant que il ne reste plus qu'une chose à conclure, c'est qu'avec une situation pareille, les beaux jours de Daesh pourraient revenir si on leur facilite ainsi les choses. Mais bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle en fait, selon le camp dans lequel on se place, il se trouve que Bagdad en fait a reconquéri Kirkouk en une journée, et que du coup les Kurdes sont battus. Voilà, tout simplement. Merci Anan pour vous voyez, on a réussi en tout cas grâce à vous, à vos interventions aussi, à parler des sujets dont on ne parle pas ailleurs, l'Irak. Voilà. Surtout les Kurdes en fait qui sont ce peuple qui sont on a des Kurdes on a des Kurdes en Turquie, en Iran, en Irak, en Syrie, et aujourd'hui ce peuple-là qui représente pratiquement 40 millions de personnes, aujourd'hui ils luttent en fait pour leur autodétermination et ils y arrivent pas. Donc les alliés d'hier sont les ennemis. Exactement. Ils ont réussi à s'allier, et puis ils sont redevenus des ennemis. Ennemis. Donc on ne sait pas comment ça va se passer, mais aujourd'hui Bagdad a reconquéri Kirkouk. Je tiens à préciser aux auditeurs que mercredi prochain, émission spéciale sur la situation au Rif au Maroc, avec Youssef Brakni, et accompagné donc d'une Rifaine qui fait beaucoup de conférences, c'est Fatima Wassak, je crois, c'est ça, qui sera avec nous pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe du côté du Rif, et vous pourrez évidemment poser toutes vos questions tout au long de cette émission spéciale. On va y consacrer en tout cas une grande partie ce mercredi entre 16h et 18h sur France Période 2. Parce que les auditeurs nous ont aussi réclamé cette émission spéciale. Fatima Wassak, juste un petit mot, c'est une politologue et une militante plutôt connue, que moi je suis pas mal, et c'est elle qui a créé l'association Front de Mer. D'accord. Front de Mer Maman, MERES. On en reparlera avec elle en tout cas mercredi entre 16h et 18h. On va parler de ce fameux secret professionnel qui protège la vie privée des personnes qui pourraient visiblement voler en éclats suite à une proposition du Parti Les Républicains. Ces derniers demandent que les personnels de la santé, des services sociaux, d'éducation deviennent des indicateurs, bien que le secret professionnel lui-même, protégé par le code pénal, ait pour but premier de protéger l'intimité des personnes, instaurer et maintenir la confiance avec le patient ou l'élève. Les initiateurs du projet estiment que la lutte contre le terrorisme ne passe pas l'absence d'intimité, même lorsqu'il s'agit de se faire soigner. À l'instar du MEDEF qui demande, rappelons-le quand même, qui demande à ce que soient dénoncés les salariés radicalisés, eh bien, l'ancien porte-parole aussi des Républicains qui estimait que la délation est un devoir républicain, les personnels concernés devraient pouvoir s'affranchir de la relation de confiance qui les lie à leurs patients ou leurs élèves, et donc leurs parents, pour dénoncer aux autorités les individus ayant un comportement de rupture, une pratique religieuse hyper ritualisée. Également, il précise
émettant des théories complotistes ou conspirationnistes, faisant également du prosélytisme, une définition donc de la radicalisation à géométrie variable peut-être. Le problème c'est que la radicalisation a une définition à géométrie variable, je le disais, et c'est bien là que réside peut-être le danger absolu, puisque les 2 dernières années passées sous l'état d'urgence ont démontré que les centaines, je le rappelle, des centaines de familles perquisitionnées et les centaines d'assignés à résidence ont fait les frais d'une dénonciation calomnieuse qui a, bien entendu, servi à mobiliser l'impuissance de l'État contre eux de manière plus concrète. Et il suffira aux personnes de personnes concernées d'avoir un faisceau d'indices tendant à prouver sa radicalisation ou, bien entendu, ou advenu d'un patient de dénoncer aux autorités, dénoncer aux autorités, pardon. Alors sachez que cette proposition a été déposée le 3 octobre dernier. Cette proposition de loi a été renvoyée à la commission de loi constitutionnelle de la législation et de l'administration générale de la République. Alors au vu de ce que l'on a pu entendre comme débat dans le projet antiterroriste, on n'est peut-être pas au bout de nos peines pour le coup, Nadir. Non, moi juste savoir pour le MEDEF, est-ce que ça concerne simplement les salariés ou aussi les patrons, les actionnaires? On parle bien de salariés, tu voilà, l'as entendu, voilà, hein. Le MEDEF parle des salariés. Quand on parlait du MEDEF, moi pour moi c'est les patrons, les actionnaires. Il n'y a pas de patron radicalisé, attends. Ah oui, d'accord, c'est toujours les mêmes, c'est toujours la classe populaire, les petits Français. Non, mais moi quand j'entends ça, je découvre un peu parce que moi j'avais déjà entendu évoquer le sujet. Mais bon, on voit ce qui est prévu, c'est toujours pareil. On va taper sur les musulmans, tout ce qui ressemble à un musulman, tout ce qui réfléchit ou pense comme un musulman, et donc l'issue sera toujours la même. Après, de savoir si ça va être accepté, retoqué ou pas, je pense qu'à l'issue ils vont y arriver. Là, il se trouve simplement le moyen d'y parvenir, mais politiquement, quand il y a déjà cette volonté de vouloir taper sur les plus faibles, je pense que quand il y a cette volonté, en général, ils y arrivent toujours, malheureusement, parce que les Français, au-delà de s'offusquer, notamment les minorités ou la minorité musulmane en France, je dis bien, on n'est toujours pas capable de comprendre qu'il faut faire face à ce genre de volonté politique. Et puis je sais pas, mais par exemple pour l'école, moi ça me semble un peu pas forcément d'actualité, parce que dès qu'il y a un problème avec un élève, d'abord qu'est-ce qu'on fait? On privilégie le dialogue. Non, mais c'est déjà le cas avec les parents. Je crois que c'est déjà le cas où il y a déjà des dénonciations quand il y a eu l'état d'urgence. Je me souviens d'un moment pendant une semaine ou 15 jours, on disait que déjà qui a été au commissariat. Tout à fait. Ouais, rappelez-vous. Il y a eu plusieurs histoires comme ça. C'est donc hallucinant. Ça existe déjà. Simplement, on veut l'officialiser parce que cette pratique, elle est peut-être mal vue, mais le fait de l'officialiser rendra la chose plus banale et donc quelque part acceptable. Comment un médecin va pouvoir tenter de découvrir la radicalité? C'est totalement subjectif. C'est juste pas possible. Non, mais c'est vicieux parce que au-delà du physique et l'aspect du faciès, ça va être dans des petites phrases, des petits mots, des attitudes. Donc une personne qui va peut-être commenter une actu avec son médecin, avec un avocat ou avec une autre personne qui est censée ne pas dévoiler ce genre de conversation, je pense qu'il pourra le faire tout simplement en disant voilà, j'ai une conversation avec un patient, avec un client qui tenait des propos un peu bizarres, qui encourageait ou alors qui soutenait, bon bref, même si le gars ça peut être plus vicieux que ça, là, dire, hein. T'accompagnes ta femme chez Génico, ça y est, c'est tout de suite c'est déjà le cas aussi, il y a eu des cas de figure comme ça où des femmes ont été convoquées par la police parce que le monsieur ne voulait pas que sa femme se fasse ausculter par le médecin. Et puis, je veux dire, le médecin, c'est pas non plus la personne qui a. Enfin, c'est une personne, c'est un être humain qui a sa subjectivité. On a entendu parler de ce médecin qui refusait de recevoir des femmes voilées. Je sais pas si vous vous en souvenez. Et là, en fait, il y a une cellule spéciale en fait qui a été créée pour la police en fait, pour surveiller les policiers soupçonnés de radicalisation. Et dans les parce qu'il y en a. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a été retenu comme signe de radicalisation? C'est de manger halal, de faire une blague, de consulter des sites en arabe. Donc, c'est totalement subjectif. Donc, mais c'est des choses qui existent. Je pense pas que ça va passer cette. Franchement, tout est possible. Tout est possible, ma chère Nan. Visiblement. Le médecin déjà, lui, il y a la déontologie en fait du médecin qui est de dire il est soumis au secret professionnel. C'est ce qu'ils veulent enlever. Ils vont le retoquer. Ils veulent l'enlever, le fameux secret. S'il y a risque
s'il y a risque évidemment de quelqu'un de radicalisé et donc qui peut être un danger pour la nation. Il n'y a plus de secrets qui tiennent. Voilà. Dans un instant, on y revient si vous le souhaitez évidemment. Puis on va parler dans un sujet un peu plus léger. Cette campagne de bisous en Tunisie. Bon, ça fait du bien. Oui. On va se faire des bisous. À tout de suite. LGF, le grand forum, je vous rappelle la question LGF à laquelle vous pouvez évidemment continuer de répondre concernant l'intervention télé d'hier soir suivie par plus de 9 millions et demi de téléspectateurs sur TF1 et sur LCI. Si vous y rajoutez l'audience digitale, hein, comme on dit, eh bien on est à 11 millions de personnes qui ont regardé l'intervention télé d'Emmanuel Macron. Et justement, la question est toute simple. Est-ce que vous avez été convaincu? Vous êtes, je rappelle, sur Twitter, sauf si ça a bougé, 86% à ne pas avoir été convaincu sur le LGF officiel. Et sur la page Facebook France Maghreb 2, vous donnez vos commentaires, vous réagissez. Fakri nous dit, ça change quoi? Tout simplement, je sais pas. Dominique qui nous dit, je ne l'ai pas écouté. Ah, bon, vous êtes comme Nadir, alors, et comme moi aussi, je tiens à l'avouer. Yaya qui nous dit, je ne regarde pas TF1. Voilà, chacun son truc, hein. Puis Jamila, tiens, pour finir, non. Voilà, tout simplement, non, elle n'a pas été convaincue. Vous continuez donc à réagir sur la page Facebook France Maghreb 2 et sur le Twitter, donc LGF officiel, sur lequel, je rappelle, vous pouvez donc voter oui ou non, tout simplement. Est-ce que vous avez été convaincu par la prestation donc de Emmanuel Macron? Eh bien, on continue, bien sûr, puisque c'est la question LGF du jour. Alors, ma chère Anan, ton avis tranché, et d'ailleurs les auditeurs le savent, ils peuvent réagir aux avis tranchés de nos intervenants. Bon. Et c'est ce qu'a fait notre docteur préféré, qui nous parle régulièrement de la Syrie, et qui t'a écouté donc dans ta prestation de ton avis tranché sur l'Irak. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir mes amis. Bonsoir. Je félicite Madame Hanan Zahwani, c'est ça Zawani, exactement. Hanan Zawani. Voilà, bonjour madame, bonjour à votre collègue là à côté. Merci, voilà, déjà je vous félicite, hein. C'est pas pour vous interpeller de parler de ça. Moi, figurez-vous, ça fait 24 heures, on dort pas, on suit les événements dans les Kurdistan, donc merci de ça. Juste, vous remontez très peu dans... j'ai déjà discuté ça sous l'autorisation de monsieur Christophe avec monsieur Tariq Mami. Voilà, donc le problème kurde. Il faut remonter, mon ami, Madame Hanan, aux années 40. Oui, dites-moi. Après la Deuxième Guerre mondiale, le même Masoud Barazani, le grand-père, a fait l'État kurde en Iran, à Mahabad. Oui. Voilà, qui a éphémère 6 mois. Alors, on en a parlé depuis quelque temps dans toutes les chaînes, là. Puis après, les British sont venus donner coup de main au Shah d'Iran, puis ils ont écrasé. Son fils, Mustafa, bon, il a été tué, Masoud Barazani, grand-père. Son fils, Mustafa, est parti au Kurdistan irakien, là, où il se trouve. Et il a été armé jusqu'aux dents par les soviétiques, par Staline, puis par Khrouchtchev, Gromyko et tout. On s'arrête là. Et on les appelle les Beshmerka, je vous traduis, parce que ma mère était kurde de tout ça, vous voyez, le mélange. Je dis pourquoi je connais tout ça. Beshmerka, ça veut dire guerriros, en langue kurde. C'est des guerriros qui athées, communistes, tout ce que vous voulez, et ils ont fait la vie dure aux Anglais, à l'OTAN, tout ça dans ces... Et puis après, tout a changé. Depuis l'arrivée des bases, tout ça, là-bas en Irak, il n'y avait plus un roi. Voyez-vous? Donc, ils ont vendu la peau de l'ours. Et là, Masoud, lui-même, là, celui qu'on parle maintenant, il a fait 180 degrés, il a été pro-OTAN. Voyez? Pour se taper avec Saddam Hussein. D'ailleurs, il le sait, même avant, on dit Allo Bagdad, ici Paris, dans les années 1990, les événements, tout ça, des guerres d'Irak, tout ça, bon, on s'arrête là. Et puis maintenant, même Masoud Barazani était aidé par Madame Danielle Mitterrand, par Monsieur Kouchner et compagnie. Voyez-vous, donc ils l'ont aidé contre les Arabes. Donc tout l'armement est arrivé de chez nous, de France. Maintenant, je fais court aux histoires. Actuellement, et là, il faut que vous sachiez, depuis ce matin, on a armé les Turkmènes, c'est encore une autre nation à Kirkouk, et qui sont sunnites, c'est des Turcs, mais qui sont sunnites descendants de l'Ottoman, qui sont côte à côte avec les chiites, c'est-à-dire Hashd al-Shabi, des chiites, une partie des miliciens chiites. Vous voyez comme l'histoire des chiites et sunnites n'a plus de sens maintenant. Vous voyez, déjà en Irak, ils sont côte à côte contre les Kurdes qui sont yazidis. Oui.
Donc, vous voyez, donc là, malheureusement, maintenant, ils se tapent. De toute façon, c'est pas fini, ça va être... Et les Américains, ils ont dit, et j'arrête là, ils ont dit ce matin, les Américains, c'est pas bien, parce que eux, ils vont perdre beaucoup dans cette affaire, voyez-vous. Et c'est à suivre. C'est une guerre privée là-bas, et ça va s'étendre vers le Kurdistan syrien, où là-bas, les PKK, qui sont anti-turcs, et qui sont encore avec Oushala, qui sont les descendants d'Oushala avec les Kurdes syriens, ils sont en train de s'armer contre Bachar. Voyez-vous, donc les choses, comment ils vont aller très rapidement. Mais merci docteur, voilà, pour avoir apporté... Je vous félicite pour votre connaissance de cette question. Voilà. Écoutez, merci docteur. Merci. Voilà, merci beaucoup, à bientôt docteur, pour avoir apporté un point de vue un peu plus historique, bien sûr, concernant les Kurdes. Il se passe plein de choses aussi en Syrie. Il y a une province qui est la province du Rojava, si je me trompe pas au niveau du nom, où justement on a les Kurdes qui sont en train de mettre en place une démocratie. Et voilà, on aura très certainement prochainement un consultant qui va venir nous expliquer ce qu'ont réussi à faire les Kurdes dans le nord de la Syrie, et notamment les femmes. Je vous informe aussi que jeudi on recevra le patron d'une supérette, alors pas non plus pour faire sa pub, non pas du tout. C'est une supérette qui est basée à Villepinte, qui s'appelle Al Discount et qui est menacée d'être expulsée. On vous expliquera cette affaire absolument rocambolesque qui touche donc ce patron. Et il s'agit quand même de conserver 17 emplois, donc c'est pas rien. Et en rapport avec une banque HSBC qui en est le propriétaire de ce local qu'elle loue donc à cette supérette Altiscount à Villepinte. Ils seront nos invités jeudi pour en parler dans cette émission. Alors maintenant, suite à la condamnation d'un couple à la prison ferme pour un échange de bisous sur la voie publique. Les Tunisiens ont très vite réagi et lancé une campagne de baisers amoureux pour dénoncer cette atteinte à la liberté. Des citoyens diffusent depuis vendredi, leurs photos échangeant des baisers amoureux avec leurs partenaires. Ils veulent mettre ainsi la pression sur les autorités judiciaires et politiques pour les appeler à changer les lois du pays pour ne plus considérer un baiser, même dans un lieu public, comme une atteinte à la pudeur. Alors première question avant de vous parler de la suite de cette affaire, est-ce que vous considérez, vous à titre personnel, Nadir Hanan, que de s'embrasser avec sa partenaire, sa femme, son époux, son épouse, ou avec sa compagne pour les plus jeunes, est-ce que c'est une atteinte sur la voie publique? Moi, je considère surtout que dans les pays du Maghreb, la Tunisie, vraisemblablement oui, puisqu'il y a l'affaire du bisou, et pour le Maroc, de ce que j'en connais, que c'est une vaste hypocrisie qui permet à quelques policiers de s'en mettre aussi plein la poche. Donc, c'est-à-dire que quand on est en couple et puis que on se fait attraper avec son chéri ou son amoureux, en tout cas si on n'est pas marié, et tout de suite c'est du chantage en fait. Tu me donnes des sous, sinon on va t'emmener en prison. Donc vaste hypocrisie. Faire un bisou à son amoureux ou à son amoureuse, à sa femme. Non, moi ça me choque pas. Après, oui, je comprends que dans un lieu public, ça puisse être un lieu public, gênant. Ça peut être dans sa voiture en même temps. Voilà, mais non, vaste hypocrisie. Non, quoi. Je pense que c'est un petit peu à l'image des pays maghrébins ou arabes qui reçoivent beaucoup de touristes. Je pense pas qu'on ait cette attitude-là vis-à-vis de ces populations-là ou ces personnes-là. Mais après, au niveau des populations locales, de venir chercher la petite bête comme ça, je pense qu'un petit rappel à l'ordre suffit. C'est pas nécessaire d'avoir un débat comme ça qui va déchaîner les uns et les autres. Bon, après. Non, mais surtout qu'à côté, je veux dire, la prostitution, on va pas s'en cacher. Voilà, il y a des choses. Il y a pas de tabou. Elle existe. Que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Algérie un peu moins. Parce que le tourisme c'est pas pareil. Mais bon, il y a d'autres choses à faire pour ces pays-là que de nous parler de bisous, d'atteinte à la. Voilà quoi. Il y a plus important à traiter quoi. Un baiser, une atteinte à la pudeur. Méziane, bonsoir. 01 40 30 39 000. Oui, bonsoir, monsieur Christophe et vos invités. Bonsoir. Alors Méziane. Moi, je suis pour les bisous, mais pas sur la bouche. Après, chacun fait ce qu'il veut, oui, d'accord. Non, mais ça dépend, il y a bisous et bisous. Ah bah oui. Parce qu'il faut donner quand même des précisions. Quand on s'embrasse... Là, on parle du bisou sur la bouche, effectivement, Méziane. Sur les joues, oui. Ça va. Ah oui. Mais si on s'embrasse sur la bouche, je crois que là, c'est le début de la fin des musulmans.
Ah oui, vous pensez? On rentre dans l'Occident là, c'est fini. C'est déjà le cas. On y est déjà depuis longtemps, cher monsieur. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a raconté à l'époque quand on regardait, et d'ailleurs ça existe encore dans certaines familles, quand ils regardent un film à la maison avec les parents, les enfants, etc. Et dès qu'il y a des scènes un petit peu, peu intimes, etc. Hop là, le père il change moi de chaîne tout de suite. Oui. Moi, quand j'arrive au bled et puis que je rencontre, des fois ma femme elle part avant moi, j'arrive là-bas, je lui serre la main. Ah oui. En public, on peut faire un bisou, on se le fait dans la chambre. Oui, après, faites ce que vous voulez, bien sûr, ça, c'est votre truc. Bon. Non, mais c'est ça les Kabyles, mon vieux. Oui, enfin, c'est ça les Kabyles, ils sont plus intégrés que les autres encore. Ah bon? Bon. Oh, c'est pas question attention de parler à Kabyle, là. Non, il y a un autre Kabyle, il y a un autre Kabyle, là. La pudeur. Voilà, c'est la pudeur, voilà, on va dire que c'est la pudeur. Ce qu'on appelle ça le horma. Voilà. Bon. Après, de là, jeter les gens en prison, faut pas exagérer. Vive le gouvernement tunisien. Bah oui. Et puis je suis pour la pudeur parce que le charme il est dans l'intimité, il n'est pas dans l'étalage public. Quel poète, poète ce Méziane. Salut Méziane, à bientôt. Allez, salut. 01 40 33 9000. Est-ce que vous êtes de l'avis de Méziane, de Hanan et de Nadir finalement? Eh bien vous nous appelez. Est-ce que d'échanger un baiser, on parle bien d'un baiser, donc il faut faire la différence et la nuance comme l'a si bien fait Méziane. Le baiser amoureux, donc sur la bouche, quoi, voilà. En public, est-ce une atteinte à la pudeur? Vous nous donnez votre sentiment 01 40 33 9000. Je précise quand même que cette campagne elle a pris de l'ampleur en Tunisie parce que Nouman Ferry, par exemple, qui est un ancien ministre des technologies de l'information et de la communication dans le gouvernement ici, donc a partagé sur son compte Facebook une jolie photo où il embrasse sa femme avec en arrière-fond un beau coucher de soleil. Oui. Faou Felmel, député de Nida Tunis, a également diffusé une photo où il enlace son épouse en adressant un message au président en rappelant que la liberté est un acquis en Tunisie et que cela ne doit pas changer. Ceux qui n'ont pas d'amoureux peuvent également en revanche briser pour briser le tabou sur les réseaux sociaux des baisers de cinéma ou de personnalités publiques ou d'hommes politiques comme Habib Bourguiba, ancien président de la République, et son épouse Wassila Benamar, ou encore Ama Amami et Nadia Nasraoui, donc en Tunisie. Voilà donc cette campagne qui prend beaucoup d'ampleur depuis vendredi. Il y a beaucoup de bisous, de baisers qui fleurissent donc sur la toile tunisienne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Kamel. Kamel, vous nous appelez d'où, Kamel? Allô, bonsoir. Sani, baissez la radio, Kamel, s'il vous plaît, pour pas qu'on ait l'écho derrière. Alors, est-ce que vous échangez un baiser avec sa chair est tendre? Est-ce que ça a une atteinte à la pudeur, voilà? Non, c'est pas une atteinte à la pudeur. Ah. Ils ont le droit d'être heureux, non? Voilà. Ils ont le droit d'être heureux. T'es heureux comme ça, d'un coup ça vient. Et alors, il est où le problème? Ah ben je sais pas, moi je pose la question, Kamel. Hein? Moi je pose la question. Je dis ça pas moi, non. Il faut les laisser, tranquille. Ça arrive partout. Imaginez-vous, vous avez une bonne nouvelle, vous êtes avec votre femme ou votre copine, n'importe quoi. Ouais. Et vraiment, c'est important. Vous attendez ça. Il est où le problème? Pourquoi qu'on doit toujours reculer? Alors, je sais pas s'il s'agit de reculer. Moi, Kamel, je vais vous dire une chose. La prostitution, ça. Ouais. Laisse-les tranquilles, c'est pas grave, c'est rien. Ils sont heureux, alhamdoulilah. Et après, l'autre, il parle de chez le monsieur qui a téléphoné, il parle de intime ou je sais pas quoi. Oui, mais après, c'est son point de vue. Tout ça, c'est passé, ça. Tu peux être un beau mousserie, mais je sais pas, et faire un bisou à ta femme parce que t'es heureux. Il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Bon, il n'y a pas de problème, Kamel. Trouver des problèmes. Merci. Dans nos pays à nous, il faut toujours trouver des problèmes. Non, mais après, en toute sincérité, est-ce que vous vous imaginez au souk? Est-ce que vous vous imaginez au souk, en plein milieu du souk, au bled, un couple qui est en train de se galocher, on va dire. Ouais. C'est un peu gênant. Ils étaient pas au souk. Non, ils étaient pas au souk. Là, pour le coup, par l'occurrence, c'était dans la voiture. Inventer un lieu, un truc. Non, il faut voir la vérité de la vie normale. Ouais. Après, il faut pas se dire, oui, à ce moment-là, n'importe qui va dire, à côté d'une mosquée, à côté de ça, à côté de chez ses parents. Laisse tomber, non. Ils sont heureux, ils sont fait un bisou. Alhamdoulilah, c'est mieux ça que les gens ils se tapent dans la gueule. On a vu des trucs que des maris tapaient leurs femmes dans la rue, tatati. Alors c'est ça qu'on aime bien, ou bien vice-versa. Non, c'est bien, moi. Bon, maintenant, Kamel, on a bien compris. Chacun fait ce qu'il veut dans son pays. Ça, voilà. Merci Kamel. Merci beaucoup. 01 40 33 9000. Moi, je tiens quand même à dire qu'à titre personnel, quand tu vas chercher ton épouse à l'aéroport devant tout le monde, non, moi, je serre la main, moi, pas. Mais non. Je te jure. Ah non. Ou alors, à la limite, on peut s'embrasser sur la joue, tu vois, qu'on peut embrasser un ami, une amie, tu vois. Ah
Mais ouais non. Ouais. Après on est peut-être vieux jeu, voilà, c'est la quarantaine passée maintenant. Allô, bonsoir, tiens, on prend un nouvel avis. Bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Bonsoir, Mohamed de Paris. Alors, le baiser, là, est-ce que c'était une atteinte à la pudeur pour toi, Mohamed? C'est aux Tunisiens d'en juger. La pudeur, c'est culturel, c'est quelque chose de culturel. Ça dépend des pays. C'est pas à nous de décider pour eux. Non, mais toi, à titre personnel, c'est ce qui m'intéresse, Mohamed. Moi, en France, non, ça me dérange pas, mais bon, dans un pays musulman, peut-être que ça l'est. Alors, on va prendre l'exemple quand tu vas dans ton pays d'origine, est-ce que si tu vois un couple s'embrasser tendrement, j'allais dire amoureusement, est-ce que ça te choque dans la rue ou effectivement comme tout à l'heure faisait référence à Alan dans les souks? Je vis en France, je vis pas en Algérie, je suis en France. Non, mais d'accord, mais quand tu vas là-bas, j'ai la mentalité de français. Tu me demandes de juger des pratiques. Non, je te demande pas de juger. Je te demande ton avis. Mais moi, j'ai une mentalité de français. J'ai pas une mentalité d'Algérien. Donc ça te choque pas alors? En France, ça me dérange pas. C'est culturel. Mais je vous appelais pas pour ça, en fait. Je vous appelais surtout pour ce que vous avez dit tout à l'heure sur le patrimoine de Mélenchon. Oui. Vous avez dit. C'est pas Libertad encore, mais bon. Vous avez dit c'est le plus riche. Vous êtes basé sur quoi? Bah sur les déclarations, déclarations de patrimoine. Le mec, il déclare combien? Il a déclaré combien de patrimoine? Alors combien, je ne saurais pas te dire parce que j'ai pas le chiffre. Je vais te le dire. Il a déclaré 943 000 qui correspondent à un appartement sur Paris de 800 000 euros et d'une propriété, une résidence secondaire de 190 000 euros. Oui, qui est basée dans le Loiret. D'accord? 943 000 euros. Oui. Je trouve que c'est énorme. Bah, je sais pas. Pour un type qui a travaillé comme sénateur depuis 30 ans, qui a des revenus, etc. Et en plus, qui les a achetés avec des emprunts et tout, il les a pas achetés cash. Bah, écoute, moi, je donne des informations, après, que ça te choque ou pas, c'est un autre problème. Attends, Macron, il a des revenus, il a gagné, en 2 ans, il a gagné 2 millions d'euros, en 2 ans, son passage à Rothschild. Il déclare comme quoi il a un patrimoine de 160 000 euros. Tu trouves que c'est, Ça, on en a parlé, hein. Oui, bien ça, oui, bien sûr. Non, mais on parlait bien du patrimoine, effectivement. Non, mais arrête de raconter ce que disent les médias. Je vous laisse, j'ai une cliente qui monte. Ok. Mais faut se détendre, Mohamed. Mohamed, j'ai pas attaqué Mélenchon. Mohamed, un bisou, voilà. 01 40 33 9000. Si vous souhaitez évidemment réagir. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir Christophe. Bonsoir Kamel. Oui, alors, c'est très intéressant, comme toujours, bien évidemment. L'émission, on a envie de répondre à plein de questions à tout ce que vous avez abordé, et moi je vais tenter de synthétiser. Alors d'une part, merci mille fois d'avoir une fois de plus, comme toutes les années, parlé du 17 octobre. Le 17 octobre ne doit pas rester cette date à laquelle on se remémore des choses. Je crois qu'il faut élever le niveau et se dire quel est le capital que nous pouvons nous approprier et dire que tout ça ne doit pas exister alors que tout ça existe encore aujourd'hui. Ouais. Les similitudes au travers de ce que nous vivons, de cette stigmatisation, et ça, tout ça, ce sont des mots. Et ce qui est très important, Christophe, et j'ai envie de le partager ce soir, parce que demain, bien évidemment, moi je serai au rassemblement. Oui. Et tu nous rappelleras pour nous donner un petit peu ton sentiment sur ce qui s'est passé, tu nous raconteras, d'accord, Kamel? Absolument. Je te propose d'être envoyé spécial demain. Je l'avais fait l'an dernier déjà, mais tout à l'heure j'entendais la personne très sympathique qui est intervenue pour nous annoncer l'événement. Mais il parlait des Algériens. Moi, ce que je voudrais, c'est appeler non seulement les Algériens, mais tous ceux qui se sentent concernés par ce qui s'est produit, et notamment au travers de l'histoire. Souvenons-nous qu'il y a eu des porteurs de valises, des gens qui se sont mêlés, qui ont pris des risques aux côtés de nos parents, nos arrière-grands-parents, et ça, il faut aussi leur rendre hommage. J'ai fait partie en son temps de ceux qui ont fait en sorte que les choses puissent s'écrire, comme Samia Messaoudi, Mehdi Lalaoui et tant d'autres qui ont fait le nécessaire. Mais j'aimerais parler des réseaux Janson, des Didier Daninx et de tous ces gens qui ont monté, et j'en oublie très certainement, mais il est clair qu'aujourd'hui, que la mémoire doit exister et que les jeunes, les enfants, nos frères, nos petites sœurs, doivent également l'avoir en eux, et c'est très important. Merci encore. On en parlera demain, Kamel, si tu veux bien. Dis-moi juste une petite question avant de partir. Est-ce que l'échange d'un baiser, est-ce que c'est une atteinte à la pudeur selon toi? Alors écoute, moi je te dirais qu'il faut s'empresser d'en rire, de crainte de devoir en pleurer. D'accord. Bon, on en rire. Dit ça à un moment. Je reprends à mon compte. Je crois qu'on est dans la médiocrité. Je crois qu'il faut élever le débat, que ceux qui veulent porter le voile le portent, que ceux simplement, et je terminerai là-dessus, mon cher Christophe, nous avons les uns et les autres des dénominateurs communs. Que nous soyons de droite, de gauche, de ceci ou de cela, peu importe, nous avons le devoir, au nom de ces dénominateurs communs,
d'être ensemble. Merci Kamel. Dans un instant, Libertad, hein, ça n'a pas encore commencé, mais presque. On va passer maintenant au coup de cœur, si vous le voulez bien. Le coup de cœur de Nadir et de Hanan Zawani. Allez, c'est parti, jingle. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors on va commencer par madame quand même, Nadir, tu m'en voudras pas. Tout à fait. Hanan Zawani, ton coup de cœur. Oui, alors mon coup de cœur en fait, il est pour l'association Barf Asso. Donc Barf Asso, enfin le Barf c'est quoi? Donc le Barf en fait c'est une alimentation pour les animaux, donc nos chiens, nos chats, à base essentiellement de viande. Donc il faut savoir que nos animaux ce sont des carnivores et qu'ils ont un système digestif qui leur permet en fait de manger de la viande. Ouais. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que on a des lobbies en fait qui sont très importants, donc notamment le lobby de l'alimentation pour les chiens et les chats, et le lobby des croquettes, qui fait que aujourd'hui en fait on fait manger à nos animaux des croquettes alors qu'ils sont pas en possibilité en fait de les digérer. Alors pourquoi est-ce qu'ils les digèrent pas? Parce qu'en fait ces croquettes sont composées à entre 40 à 50% de glucides. Donc pourquoi des glucides? En fait c'est qu'on on a à peu près une composition de viande de 17-18%, auquel on vient ajouter en fait des céréales, de maïs, de riz, etc., qui font que aujourd'hui en fait nos animaux tombent malades, ont des problèmes de digestion, des problèmes de dermatite, et donc du coup on a des associations en fait qui s'élèvent contre ça, et notamment le Barf Asso, qui nous recommande en fait de nourrir nos animaux avec essentiellement de la viande. Donc je vous recommande d'aller sur le site internet qui s'appelle Barf Asso. Donc c'est BARF-Asso, ou sur la page Twitter. Donc Barf Asso, où justement vous allez voir tous les conseils pour pouvoir donner une alimentation saine et naturelle à nos animaux, et arrêter en fait de leur acheter vraiment des croquettes, parce que tout ça c'est juste en fait les lobbies en fait qui font que aujourd'hui on donne ça à nos animaux, que les croquettes en fait coûtent extrêmement cher. Tout à l'heure tu me parlais de 45 € les 15 kilos, ouais. Alors que voilà, aujourd'hui il y a des associations qui permettent d'acheter de la viande en gros, et de l'acheter au même prix que les croquettes, et puis que du coup nos animaux mastiquent, etc., et puis se font plaisir, voilà. Bon. Et ils ne se rendent plus malades. Merci pour eux, en tout cas Hanan, d'en avoir parlé. Nadir, tu vas prêcher ta paroisse, tu vas parler de Banlieue Plus puisque tu en es le président. Oui, je voulais aborder l'atelier d'écriture qu'on mène avec Banlieue Plus depuis 2 ans maintenant. Pourquoi je voulais en parler? Parce que c'est une petite action qu'on mène et qui produit quelque chose de concret, notamment Miroir de vie, qui est le résultat du travail d'une trentaine de participants depuis cette année, parce que la première édition, les ateliers existent depuis 2 ans. La première édition a vu Asma Rako Mom gagner la première édition, et par la suite publier 2 livres, le dernier Le Fils de Zaya, et donc c'est un événement. Aujourd'hui, pour la 2e année, donc à l'issue du travail des uns et des autres, en collaboration avec Julien Wagner, qui est écrivain et journaliste, qui a encadré l'atelier d'écriture, a permis de faire ce recueil de nouvelles, et donc c'est une satisfaction personnelle, mais c'est aussi une satisfaction collective, parce que en banlieue il y a énormément de choses qui se font, qui se créent, qui se vivent, et malheureusement les grands médias ne mettent pas la lumière dessus, ne zooment pas. Heureusement que France Maghreb est là pour mettre en avant ce qui se passe dans les banlieues et dans les quartiers, parce que ça permet d'avoir un autre aperçu des talents, des réussites, notamment de la littérature qu'on peut appeler urbaine ou populaire, qui existe, qui est vivante, qui produit beaucoup de choses, de talents. Donc avec Banlieue Plus, et je remercierai les éditions du Lamentin à Colombes qui se sont joints à ce travail, nous a permis de produire donc ce recueil. Et puis c'est une satisfaction, parce que quand on voit les différents bénévoles qui ont participé tout le long de l'année, le travail qui a été fait, voilà, aujourd'hui on sait qu'en banlieue on peut tout faire, parce qu'il y a des talents à tous les niveaux et des compétences partout dans les différentes sphères qui peuvent exister aujourd'hui dans la société française. Merci Nadir Kaya pour ce petit focus donc concernant Banlieue Plus. Je vous rappelle la question du jour:
Avez-vous été convaincu par la prestation d'Emmanuel Macron hier à la télévision? C'est toujours 86% non, contre 14 oui. Sur Twitter, AGF officiel, sur Facebook, France Maghreb 2. Tout de suite pour Libertad. France Maghreb 2, France Maghreb 2. 3 minutes pour Libertad, Anan Zawani, Nadir Kaya sur France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Faut aller vite les enfants, comme ça on laisse un maximum d'auditeurs. Allô, bonsoir. Ouais, allô, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Bonsoir. Salim Blesson. Salut Salim, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, moi je voulais aborder le sujet par rapport au baiser là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah, en fait, moi je pense que moi personnellement ça me choque pas du tout. Et moi je pense que pour moi c'est quelque chose de naturel. Pour moi c'est normal de s'aimer. Donc moi personnellement je vois pas le problème. Où est le problème quoi? D'accord. Merci Salim. Je passe un petit bonjour à ma femme pour le moment qui m'écoute pas, mais je lui passe un petit bonjour. Ok, ça marche. Merci beaucoup Salim, c'est fait pour ta femme. Donc pas gêné du tout. 01 40 33 9000 Libertad, c'est le moment de prendre la parole. Allô, bonsoir. Allô. Ok, ça va. 01 40 33 9000 évidemment. Vous n'hésitez pas à nous appeler, que vous soyez de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand. Il y a le Classico qui arrive là. Hein. Marseille PSG dimanche soir. Attention, ça va faire mal. Allô, bonsoir. Allô. Bon, je sais pas ce qui se passe avec mon truc là. Bon, 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler. Bien sûr, vous n'hésitez pas pour participer à Libertad. C'est tous les jours en fin d'émission la possibilité pour vous de nous appeler en toute Libertad, justement pour que vous puissiez réagir. Allô, bonsoir. Il y a quelqu'un? Allô. Ah bah il y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe dans le truc là encore? Ça c'est du sabotage ça encore. 01 40 33 9000 pour nous appeler bien sûr, pour participer. Vous pouvez même nous appeler de l'étranger d'ailleurs, hein, 00 33 1 40 33 9000. Allô, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? 01 40 33 9000. Non, il y a beaucoup de monde. C'est Mélenchon, à mon avis, c'est Mélenchon. Ah, tu crois? Ouais, il est vénère. C'est un coup de Mélenchon. Ouais. Il est vénère, Mélenchon. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe, c'est Mehdi de Melun. Salut à toi. Ouais, j'appelle par rapport aux bisous là, que tout le monde dit ça gêne pas. Ouais, alors ton avis? Ouais, c'est gênant, faut pas abuser. Je sais pas, non, dans un pays musulman, faut respecter. Après, dans d'autres pays, on fait ce qu'on veut. Ok, bah c'est entendu mon ami, merci à toi. Bon, au revoir hein, quand même. 01 40 33 9000, bien sûr pour nous appeler, réagir en toute liberté, vous pouvez nous dire ce que vous voulez, évidemment vous n'êtes pas obligé de réagir au sujet de l'émission. Hein. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Samir 95. Ce sera le dernier, bonsoir, bienvenue, on vous écoute. Ouais, bienvenue, n'importe quoi. Bah, tu peux te souhaiter la bienvenue, t'as le droit. L'intervention on va dire des câlins dans la rue et autres. Oui. Après, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut bien comprendre que si maintenant cette tolérance elle est basée, il y a aucun problème. Je pense que c'est privé, il faut arrêter parce qu'après on va se retrouver avec tout le monde qui va s'embrasser dans la rue, y compris autant partager avec les lesbiennes, les gays et compagnie. Donc si vous allez chercher vos mômes et que deux personnes X s'embrassent et flirtent automatiquement, faudra pas s'étonner. Merci à toi, merci de ton avis en tout cas, tu l'as fait en toute liberté, ce n'est que votre avis, bien sûr que vous nous faites partager tous les jours en fin d'émission dans le cadre de Libertad. Nadir, merci beaucoup mon ami. Merci à vous, merci beaucoup. À bientôt. J'espère très vite. Anan. La semaine prochaine. Très bien, le rendez-vous est pris, ma chère Anan. Nadir, à très bonne vite. semaine à tous nos auditeurs, voilà. Demain, Océnras sur France Maghreb 2 et un spécial évidemment 17 octobre. Mercredi, un spécial riff avec Youssef Brakni et Fatima Wassak. Et jeudi, on recevra le patron de Al Discount, une supérette qui est menacée d'expulsion du côté de Villepinte. On y reviendra dans un instant. Enfin, jeudi, plus précisément à 17h. Voilà pour le programme de la semaine. Soyez là et vigilants. Restez bien et guettez bien les comptes, donc Twitter LGF officiel, la page Facebook France Maghreb 2. Christophe le Grand Forum, tout ça pour être informé au top quoi, pour rester finalement bien informé avec l'équipe du Grand Forum. Salut à tous, bonne soirée, dans un instant la bonne humeur avec Medjahed qui arrive sur France Maghreb 2, il est pile 18h, je rends l'antenne à l'heure, voilà, et c'est le flash tout de suite. Le rappel de l'actualité. Bonsoir. Bonsoir à tous. Des milliers de pompiers luttent toujours contre les incendies dans le centre et le nord du Portugal et en Espagne. La situation reste critique selon les autorités. Plus de 500 départs de feu pour la seule journée d'hier. Le Portugal a décrété l'état de catastrophe publique et le bilan continue d'augmenter au Portugal et en Espagne. Au moins 34 personnes ont été tuées dans les incendies. Ces deux pays sont frappés par la sécheresse et sont balayés par des vents violents au passage de l'ouragan Ophélia.
Le procès en appel dans l'affaire Fiona renvoyé à janvier prochain. La cour d'assises de Haute-Loire suit la demande des avocats de la défense après un incident d'audience vendredi. La mère et le beau-père de Fiona, tués en 2013 à l'âge de 5 ans, sont à nouveau jugés pour ce meurtre. Le corps de l'enfant n'a jamais été retrouvé. 3 surveillants du centre pénitentiaire de Meaux en Seine-et-Marne accusés de viol par un détenu. Ils ont été placés en garde à vue. Après la plainte du détenu, l'administration pénitentiaire avait lancé une enquête interne qui a ensuite été confiée au parquet. Deauville veut soutenir les nombreuses actrices qui ont accusé le producteur Harvey Weinstein d'agression sexuelle. La ville normande a en effet décidé d'effacer le nom du producteur de ses célèbres planches. L'une des conséquences de la vague d'attentats qui a touché la France, le nombre d'inscriptions dans les clubs de tir ne cesse d'augmenter, plus 40% depuis 2015. Les cours d'autodéfense et de combat rapprochés se multiplient également. La Catalogne, plus que jamais sous la menace de l'article 155, la privation de son autonomie. Les séparatistes n'ont pas apporté de clarification demandée par Madrid. Carles Puigdemont se borne à réclamer un rendez-vous et 2 mois pour discuter. Le Premier ministre Mariano Rajoy lui donne jusqu'à jeudi prochain, dernier carat, pour dire clairement s'il déclare ou non l'indépendance. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.